Il y a 90 ans, Charles Lindbergh, à bord du Spirit of Saint-Louis, réalisait l'exploit en reliant pour la première fois New York à Paris sans escale. Mais quelques jours avant, deux Français tentaient l'aventure. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de l'oiseau blanc. Nous sommes le 8 mai 1927 sur l'aérodrome du Bourget. Deux hommes prennent place à bord d'un biplan Levasseur modifié, rempli de carburant. Cet avion s'appelle l'Oiseau Blanc. Dans quelques minutes, ils s'élanceront pour réaliser une première très convoitée, un vol sans escale entre Paris et New York. Attention, ce n'est pas pour autant la première traversée de l'Atlantique sans escale. En 1919, les Anglais John Alcock et Arthur Wheaton Brown avaient réalisé cette première de Terre-Neuve à l'Irlande à bord d'un bombardier Vickers Vimy 4. Cette traversée reste en 1927 une aventure périlleuse. Les contraintes météo et carburant de l'époque sont de vrais défis pour les constructeurs et pilotes. On peut notamment citer René Fonck, aviateur français, qui lors de sa tentative en 1926 s'écrase peu après avoir décollé, tuant 2 des 3 hommes partis avec lui. Pour motiver les aviateurs, un riche homme d'affaires franco-américain du nom de Raymond Orteig propose une somme de 25 000 $ pour le premier pilote qui réussira à relier Paris et New York dans un sens ou dans l'autre, sans escale. Ça n'a pas l'air énorme, mais c'est quand même l'équivalent de plus de 350 000 $ aujourd'hui. Les deux problèmes majeurs sont le poids et le carburant. Une telle traversée implique de charger un maximum de carburant, mais un surpoids rend l'avion instable, difficile à piloter et peut même rendre le décollage impossible. L'Oiseau Blanc est conçu très intelligemment. Ce biplan, basé sur le PL4 et renommé PL8, est ce qu'on appelle un avion navalisé. Le PL4 est destiné aux porte-avions français et son fuselage fait également office de coque, une sorte d'hydravion. Pour l'Oiseau Blanc, des modifications sont effectuées au niveau du cockpit, du fuselage et des réservoirs de carburant. Le moteur est mis au banc d'essai, tourne pendant plusieurs dizaines d'heures et fonctionne parfaitement. Pour gagner en poids, le train qui sert au décollage est largué juste après avoir quitté le sol et l'avion peut se poser sur des eaux calmes. On doit le nom de l'avion, la peinture blanche et le logo sur le fuselage à Charles Ningesser, le pilote. Charles Ningesser est à l'époque très connu pour ses faits d'armes. Pendant la Première Guerre mondiale, il accomplit des actions héroïques, d'abord dans l'infanterie et ensuite dans l'aviation. C'est pendant cette guerre qu'il aura un gros accident, quand au décollage, il s'écrase. Il y survit, mais sa mâchoire est brisée et ses 2 jambes cassées. Trop peu pour lui, il remonte assez rapidement dans un avion et peint sur celui-ci un emblème personnel, un cœur noir contenant une tête de mort avec 2 os croisés, un cercueil et 2 chandeliers. Il gardera cet emblème sur tous ses avions à partir de ce moment-là. Il continue d'enchaîner les victoires aériennes où il abat tellement d'avions qu'il est élevé au rang d'as de l'aviation, avec 43 victoires confirmées au combat aérien. Seuls René Fonck et Georges Guynemer sont devant lui en termes de victoires aériennes françaises durant cette guerre. Après la guerre, il monte une école de pilotage à Orly qui fera rapidement faillite. Il part ensuite aux États-Unis et se produit dans des shows aériens, reproduisant ses combats de la guerre. Pour ça, il rapatrie là-bas 2 avions sur lesquels il a combattu. Ningesser raconte. Un monoplace attaquait un avion d'observation protégé par un appareil de chasse. C'était toute une série d'acrobaties passionnantes. Des mitrailleuses, des vraies, dissimulées dans un coin du terrain, pétaradaient à 600 coups à la minute. Brusquement, l'avion de reconnaissance basculait dans les airs, s'entourait de flammes, de fumée noire, rouge et jaune, et semblait s'abattre vers le sol, suivi quelques secondes plus tard par la chute vertigineuse en vrille du second adversaire, également entouré d'un torrent de fumée sinistre. On lui propose d'être la vedette d'un film hollywoodien, toujours en jouant son propre rôle, The Sky Raider, qui sortira en 1925. Je vous laisse apprécier l'affiche, le mentionnant comme plus grand as vivant du monde. Il se lasse de faire des acrobaties dans le ciel, et le public se lasse aussi. Il est temps de passer à autre chose. Il pense de plus en plus à la traversée de l'Atlantique de Paris à New York. En 1925, il rencontre un chef indien nommé Whitebird. Ils sympathisent, et Ningesser l'emmène pour un vol au-dessus de ses terres. Les 2 hommes deviendront amis. Et c'est de ce chef indien que vient le nom de l'Oiseau Blanc. De retour en France, il se met en équipe avec François Colly afin de réaliser son rêve devenu une obsession, faire un Paris-New York sans escale. François Colly a lui aussi des stigmates de la Première Guerre mondiale. Plusieurs blessures quand il était dans l'infanterie et d'autres lors de ses 2 crashs quand il passe dans l'aviation, dont un où il perd son œil droit. Il bat ensuite plusieurs records et il est le premier à réaliser une double traversée de la Méditerranée. Cette traversée Paris-New York, il l'a préparée depuis quelques années avec son ami Paul Tarascon, lui aussi vétéran de la Grande Guerre, mais en 1926, la foudre s'abat sur leur avion, détruisant celui-ci et brûlant très gravement Tarascon. Colly rejoint donc Ningesser.
Malgré sa détermination à relever le défi, étrangement, Charles Ningesser n'inscrira jamais l'Oiseau Blanc au prix Orteig. En mars 1927, l'Oiseau Blanc est prêt. Et ça tombe bien car les tentatives se succèdent chez les concurrents. De nombreux crashs d'avions ont lieu, souvent à cause de la surcharge de carburant. Il faut partir, et vite. Ningesser et Colly s'entraînent aussi à surmonter la fatigue et les plans de vol sont établis. Le 8 mai, Colly consulte les cartes météo. On peut y aller. Au petit matin, ils embarquent à bord de l'Oiseau Blanc qui a reçu quelques dernières vérifications. Ningesser et Colly ne partent pas les réservoirs pleins puisqu'ils embarquent 3800 litres au lieu des 4025 possibles. Ils veulent rendre l'avion un peu plus léger pour que le décollage et la première phase de vol soient plus simples. À 15h15, le moteur démarre. Après 900 mètres parcourus en moins d'1 minute et 2 rebonds sur la piste du Bourget, les roues s'arrachent du sol. À 5h18, ils quittent le sol français pour la dernière fois. En survolant Gonesse, les pilotes larguent le train principal de l'avion. Entre le Bourget et les falaises d'Étretat, l'Oiseau Blanc est accompagné d'avions de journalistes et un de la compagnie Levasseur, le constructeur de l'avion. Ils remontent la Seine, survolant Rouen. À cause du poids, ils ne peuvent pas voler très haut et la météo n'est pas au beau fixe. Ils décident donc de contourner cette difficulté en remontant de Rouen vers Étretat. Les témoins à bord des avions qui le suivent rapportent que l'avion vole parfaitement bien. L'Oiseau Blanc survole les falaises et s'engage au-dessus de la Manche, en direction de l'île de Portland, dans le Dorset, au Royaume-Uni. Ils font ensuite route vers l'Irlande et la traverseront de Lismore à Carrigaholt, entre 10h et 11h locales, selon plusieurs témoins. L'avion est désormais au-dessus du vaste océan Atlantique. Désormais, le prochain bout de terre qu'ils verront, c'est Belle-Île, au Canada. On estime l'arrivée à New York à 5h du matin. À New York, des milliers de personnes se rassemblent à Battery Park pour voir atterrir et féliciter les deux Français. De l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, des télégrammes arrivent. L'Oiseau Blanc a améri à New York. Les Français sont en liesse, mais quelques heures plus tard, des informations contraires arrivent depuis l'Amérique. Aucun signe de l'Oiseau Blanc. Les aviateurs sont portés disparus. Le 10 mai, on lance des recherches des deux côtés de l'Atlantique. D'abord, les navires britanniques et français sillonnent la Manche pendant 2 jours sans résultat. Très vite, on est certain que l'Oiseau Blanc l'a franchi sans encombre. Les Danois fouillent les îles Féroé et l'Islande, les Américains et les Canadiens quadrillent le secteur de Terre-Neuve, du golfe du Saint-Laurent et de la Nouvelle-Écosse. Des témoignages relatent le passage de l'Oiseau Blanc au-dessus d'Arbor Grace, dans la région de Terre-Neuve. Mais le mystère reste entier sur la suite du vol. Mais alors, où est passé l'Oiseau Blanc ? Pour cela, je laisse la parole à Gauthier, alias Shonks de la chaîne Shonks Télévision, qui fait la lumière sur les recherches. S'il s'avère que c'est bien l'Oiseau Blanc qui passe au-dessus de Arbor Grace, au sud de Terre-Neuve, aux alentours de 9h30 le 9 mai heure locale, cela veut dire que le détour effectué par Ningesser et Colly ne leur permet désormais plus d'atteindre New York. En 1980, Roland Ningesser, alors ministre et neveu de l'aviateur, commande un rapport à Clément Pascal Meunier, ingénieur général de l'aviation civile. Après son enquête et le recoupement des témoignages d'observation, l'Oiseau Blanc aurait été aperçu la dernière fois au-dessus de Carrigaholt en Irlande. Les rapports météorologiques de l'époque font état d'un temps favorable aux deux aviateurs. Quelque temps après le passage du 40e méridien ouest, au beau milieu de l'Atlantique, Ningesser et Colly atteignent le point de non-retour, à partir duquel ils ne pourront plus faire demi-tour, faute de carburant. Et c'est là que les problèmes commencent. D'après les services météorologiques américains, une dépression à l'origine prévue bien plus à l'est leur barre la route. Les aviateurs font face à des intempéries alors même que la nuit commence à tomber, ce qui les aurait obligés à contourner la dépression par le nord, allongeant leur périple de plusieurs heures. Et c'est là que l'histoire se complique. À l'origine, François Colly avait prévu d'aborder le continent américain par Belle-Île, au nord de Terre-Neuve. Or, les multiples témoignages d'observateurs à Arbor Grace, situé à 500 km au sud-est, compliquent les choses. Pour comprendre ce qu'est devenu l'avion après Arbor Grace, plusieurs pistes sont désormais explorées. Un premier témoignage vient bouleverser l'enquête lors de la réouverture du dossier en 1980. Hanson Berry, un pêcheur habitant Round Lake, situé près de la ville de Machias dans l'état du Maine, confie à Gunnar Hansen du Yankee Magazine avoir observé un avion blanc en difficulté dans l'après-midi du 9 mai 1927. Très vite, le TIGAR, une association américaine dédiée à la recherche d'avions historiques, enquête près de Round Lake entre 1984
et 1992. Néanmoins, les recherches sont abandonnées, faute d'éléments convaincants. La piste du Maine écartée, d'autres hypothèses font alors leur apparition. Des recherches sont entreprises à Terre-Neuve, mais encore une fois, aucun élément ne vient expliquer la disparition du biplan. La campagne de recherche la plus récente commence en 2009, non loin de Terre-Neuve, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un nouvel observateur apporte son témoignage. Il s'agit de Marie-Pierre Chevalier, pêcheur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il aurait entendu un son de moteur puis un bruit de fracas dans le brouillard. Ce témoignage est essentiel puisque plausible au vu de la trajectoire de vol de Nungesser et Collie ce jour-là. Des hypothèses sont alors émises. L'avion aurait-il été abattu par des trafiquants d'alcool en cette période de prohibition, ou même par des gardes-côtes ? Même si à ce jour, aucune preuve matérielle ne permet de prouver que l'oiseau blanc s'est bien abîmé de l'autre côté de l'Atlantique, des témoignages crédibles ont suffi à valider la thèse selon laquelle Nungesser et Collie ont bien réussi leur traversée et se sont abîmés près de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des recherches sont toujours menées par des associations comme Taïgar ou celle de Bernard Decré pour trouver les morceaux du fuselage récupérés près des côtes du Canada à l'époque, qui ont transité par les États-Unis et la France avant de disparaître. Dans la zone présumée du crash, des recherches ont lieu pour trouver le moteur et d'autres parties du fuselage ou de corps qui n'ont pas été détruites par la corrosion, comme les prothèses que portait Nungesser suite à ses blessures de guerre. Depuis 2015, la Fédération aéronautique internationale reconnaît que l'oiseau blanc, je cite, le premier avion à avoir traversé l'Atlantique d'est en ouest, a été vu et entendu par pas moins de 12 personnes sur la côte est de Terre-Neuve au matin du 9 mai 1927. On peut donc confirmer que Nungesser et Collie sont parvenus jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon après 35 heures de vol. Par conséquent, ils étaient les premiers à traverser l'Atlantique par les airs d'est en ouest. 12 jours après le dernier décollage de Nungesser et Collie, Charles Lindbergh décolle de New York et atterrit le lendemain au Bourget, après 33 heures de vol. Il est accueilli par un public français en deuil, mais chaleureux. Sa première visite officielle se fait chez la mère de Charles Nungesser, à qui il demande où en sont les recherches, et l'encourage à continuer de chercher l'oiseau blanc. Et aujourd'hui, alors que les recherches continuent, 90 ans après, la seule pièce de l'oiseau blanc qui subsiste est son train principal, largué à Gonesse après le décollage, et qui est exposé, encore aujourd'hui, dans le hangar de l'entre-deux-guerres, au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et à Étretat, un monument a été érigé à l'endroit où les aviateurs ont quitté le sol français. Quelques décennies plus tard, un autre oiseau blanc traversait lui aussi l'Atlantique de Paris à New York, mais beaucoup plus rapidement, le Concorde.